C'est l'instant passion. Et sinon, Darkoz, t'as prévu quoi à ta femme pour la Saint-Valentin? La Saint-Valentin. Complètement oublié que c'était bientôt la Saint-Valentin. Ma femme va complètement me tuer, c'est sûr. Waouh! Oh! Ouh! Pas de panique! Grâce à Allscairn, tu vas pouvoir trouver le cadeau de Saint-Valentin idéal! Oui. Cette vidéo est sponsorisée par Allscairn. Allscairn est une marque de montres et de bijoux pour hommes et femmes. Tous leurs produits sont fabriqués à partir de matériaux naturels afin de rendre chaque produit unique et de qualité. Sur leur site, vous trouverez des montres, mais aussi des bracelets, bagues et colliers. J'aime pas trop commander en ligne, et puis si jamais il y a un souci... Pas de panique, chaque produit est garanti pendant 2 ans et la livraison et les retours sont faciles et gratuits. Yeah. Regarde-moi cette montre au modèle Carlos et ressens la puissance de l'alliance du bois d'érable et de l'acier inoxydable. Quand je la porte, je gagne direct 100 points en charisme et en élégance. Quoi? Mais est-ce vraiment écologique? Bien sûr! Les bijoux Allscairn sont fabriqués en petite quantité afin de garantir une production responsable et éthique. Vous pouvez offrir et vous faire plaisir sans culpabiliser. Utilisez mon code CHEFOTAKU pour bénéficier d'une réduction de moins 15% sur l'ensemble des produits Allscairn. Et pour toute commande passée avant la Saint-Valentin, un sac cadeau gratuit offert. Grâce à Allscairn, je vais passer une superbe Saint-Valentin. Darkoz! Darkoz! C'était l'instant passion. Ouais. J'ai repris la lecture de Boruto To Blue Vortex après presque 2 ans. Et je m'attendais vraiment pas à ça. Ouais. Si vous suivez ma chaîne secondaire Spatule Bro, plus orientée Actu Review, vous avez remarqué que j'ai brutalement arrêté mes revues mensuelles de Boruto To Blue Vortex. La dernière, celle du chapitre 10, date de 2024. Et donc, pourquoi diable ai-je arrêté les reviews? Eh bien tout simplement parce que j'ai arrêté de lire le manga. Pour quelle raison? Je sais pas en fait, hein. Pourtant j'ai toujours apprécié la série, mais bon des fois, ça arrive quoi. Ouais. Mais quand j'ai repris la lecture, j'ai compris que peu importe la raison pour laquelle j'avais un peu drop le truc, j'ai eu putain de tort. D'ailleurs, pareil, si vous snobez un peu le manga, si vous dormez un peu sur le manga, vous avez tort. Oui, déjà parce que ça reste une bien meilleure suite à Naruto que Dragon Ball Super est une suite à Dragon Ball. Hein. Déjà, premier argument déjà. Oui. Dans cette vidéo, nous allons aborder ensemble les 20 chapitres que j'ai rattrapés, la vingtaine de chapitres que j'ai rattrapés. On va parler des points positifs comme des points négatifs parce que oui, il y en a. Mais avant d'aller plus loin, un petit résumé des familles s'imposent. Oui. Boruto To Blue Vortex se passe 3 ans après le chapitre 80 de Boruto Naruto Next Generation. En gros, c'est la partie Shippuden de Boruto. Naruto Next Generation. Pour rappel, Boruto et Sasuke ont fui le village de Konoha suite à la pseudo-mort de Naruto et Hinata, qui sont au final enfermés dans le Daikokuten de Kawaki. Mais s'ils ont fui, c'est surtout à cause de l'omnipotence d'Ada, qui affectait le monde entier. À cause de ce Shinjutsu, les vies de Kawaki et Boruto ont été échangées. De ce fait, Boruto Uzumaki est désormais reconnu comme étant l'ancien membre de Kara, ayant été adopté par la famille Uzumaki, portant désormais l'identité de Boruto Ototsuki, mais surtout reconnu coupable d'avoir ôté la vie de ses parents Naruto et Hinata. Dans la tête de la majorité, Boruto est devenu l'assassin du héros de la 4ème Grande Guerre. Kawaki quant à lui est désormais vu comme le fils aîné et biologique des Uzumaki, le petit chouchou du village de Konoha. Genre Imawari l'appelle grand frère et j'en passe quoi. Pourtant le gars s'appelle Boruto, a exactement la même gueule que Naruto, mais personne capte. Il va savoir pourquoi. Boruto fait donc son retour à Konoha après avoir vécu 3 années en tant que Nukenin, un ninja clandestin, et annonce rapidement une nouvelle menace. En effet, grâce à sa nouvelle alliance avec Kajin Koji, ancien membre de Kara, qui a quant à lui développé le Shinjutsu de Shibai Otsutsuki, permettant ainsi à son utilisateur de prévoir l'avenir, mais aussi de montrer plusieurs futurs possibles. Boruto a découvert que les sbires de Crasse, apparus sur la fin de la première partie du manga, ont étrangement commencé à développer leur propre conscience, mais surtout des sens humains comme la vue, l'ouïe et aussi des sentiments. Ces créatures, qui avaient pour objectif instinctif de dévorer un Otsutsuki afin de donner naissance à un arbre divin et donc à un fruit du chakra, commencent avec l'aide de code à attaquer le village de Konoha et à dévorer tous les civils et ninjas qu'ils rencontrent.
Leur objectif est alors très simple, attaquer Konoha pour forcer Boruto à sortir de sa cachette. Cependant, c'est lorsqu'un sbire de crasse effectue une morsure sur un individu que commence un étrange événement. C'est-à-dire l'évolution d'un sbire de crasse. Au moment de la morsure, l'ADN de la victime se mélange étrangement avec la créature, ce qui donne naissance à un nouvel être du nom de Shinju humain, c'est-à-dire un démon à 10 queues sous l'apparence zombifiée d'un humain scellé. Aujourd'hui, nous avons donc rencontré Matsuri, Mamushi, Hidari, Ryu et Jura, qui sont les Shinju humains de Moegi, Bug, Sasuke Uchiwa et Shinki, qui sont devenus bien rapidement les victimes de ces créatures. Le leader de ce groupuscule est Jura, qui est quant à lui le véritable corps de Jubi, qui a réussi à se défaire de la prison de Kara, mais surtout de Shinjutsu de Code. Les Shinju humains ne visent plus les Otsutsuki, mais ils ont alors pour objectif de traquer des cibles bien précises dans le monde afin de continuer leur évolution. Ils justifient alors tout cela par le fait de vouloir manger la personne qu'ils aiment le plus, chose qui s'expliquera bien plus tard par le fait qu'en le faisant, ils découvriront des sentiments encore inconnus, comme la tristesse, le deuil, la colère ou la trahison. Parce que oui, il est bon de rappeler que les ennemis actuels de Boruto viennent plus ou moins de naître, ce sont un peu des créatures, des bêtes sauvages, là, qui cherchent un peu leur but dans la vie. Ouais, en fait, Boruto, il affronte plus ou moins des bébés de 3 semaines. Cette recherche de sensations et sentiments semble futile au premier abord, mais c'est bel et bien cette chose qui transformera le démon à 10 queues en un être supérieur, parce que oui, c'est dit entre les lignes, mais si un Shinju humain mange sa cible, c'est presque sûr qu'il changera de forme. Hidari prendra pour cible Salada Uchiwa, Mamushi ciblera Eida, Matsuri visera quant à elle Konohamaru Sarutobi, Ryu ciblera son père adoptif Gaara, et Jura prendra quant à lui Naruto Uzumaki, qui est pour rappel toujours scellé dans le Daikokuten de Kawaki. Les 30 chapitres de Boruto To Blue Vortex mènent donc les personnages principaux à divers endroits afin d'anticiper et de démanteler les actions du démon à 10 queues. Nous avons un affrontement à Suna, empêchant donc Matsuri et Ryu de dévorer leur cible, plusieurs moments dans les repères d'Orochimaru avec les singularités du destin, c'est-à-dire l'organisation avec Boruto et Kashinkoji, et nous avons actuellement un affrontement à Konoha afin d'empêcher Mamushi de dévorer Eida. Tout cela est mélangé à divers power-ups des personnages, comme la découverte du Mangekyou Sharingan de Salada, la réapparition de Kurama dans le corps d'Imawari, les nouveaux jutsu de la Team 10 ou encore de Konohamaru. Les personnages ont grandi, ils sont plus puissants que jamais et souhaitent protéger le monde, quitte à faire alliance avec le traître qu'est Boruto Otsutsuki. Partie 1, une prémisse compliquée. On vient de le voir, le point de départ de True Blue Vortex est assez particulier. Le héros de l'histoire se retrouve accusé des crimes que son frère adoptif a commis, et tout le monde a eu la mémoire altérée et est persuadé que c'est lui le coupable, au point de vouloir le buter à vue. D'un côté, c'est vachement intéressant parce qu'on va suivre un héros isolé, injustement honni et pourchassé, qui va devoir continuer à œuvrer pour le bien tout en devant fuir ceux-là même qu'il tente de sauver. Il y a une vibe héros sacrificielle, c'est toujours efficace, et on se demande bien comment il va pouvoir s'en sortir. On atteint aussi le parfait contraire de ce qu'on pouvait voir dans le manga Naruto. Naruto, c'était le ninja qui devait tout gagner, là on a un ninja déserteur, en fuite, pourchassé, qui a tout perdu. C'est comme si on suivait un petit peu le quotidien d'un Sasuke ou d'un Itachi à l'époque. C'est sympa ça, oui. Mais d'un autre côté, les éléments qui maintiennent cette situation sont tellement abstraits que le scénario doit faire énormément d'efforts pour que ça tienne debout. Alors, j'avais évoqué la question lors de mon second menu manga sur Boruto, qui se concentrait sur la conclusion de la première époque, avec l'activation du pouvoir d'Ada et la réécriture des souvenirs de tout le monde. Et selon moi, filer une capacité aussi démiurgique à un personnage, si c'est mal géré, ça peut vite tomber dans le nanar qui a pas de sens. Dans le sens où ça peut vite tourner à l'absurde et annihiler totalement la vraisemblance de l'histoire. Je rappelle quand même qu'à la fin de la première partie, Boruto et Sasuke parviennent à fuir simplement parce qu'Ada consent à ne pas utiliser son pouvoir pour les retrouver et les espionner. Et personne à Konoha peut la forcer à retrouver Boruto, parce qu'un autre effet de son pouvoir fait que tout le monde est amoureux d'elle, entre guillemets, et lui obéit plus ou moins. Et si jamais malgré tout quelqu'un résiste à son emprise, c'est pas grave, parce que son petit frère Daemon a le pouvoir de contrer absolument toutes les attaques, il peut même sentir les intentions des gens. C'est-à-dire qu'à l'instant même où tu penses à attaquer Ada, il le sent et te tue. Et Ada ne peut pas annuler la modification de mémoire que tout le monde a subie, parce que 1, elle ne sait pas comment faire, pratique, et de 2, elle ne veut pas le faire, parce qu'elle est amoureuse de Kawaki et ne veut pas lui causer de problème. Mais elle ne veut pas pour autant poucave Boruto. Ça en fait des conditions et des garde-fous pour que le plot tienne un minimum debout. Franchement, on est à un poil de cul près de basculer dans le débile, dans le nanardesque, dans l'absurde. Faut faire très gaffe avec ce genre de bordel là. Oui. À tout moment, à la moindre erreur, on passe du complexe au compliqué.
Oui. J'aurais sans doute eu moins de mal à avaler toutes ces conditions si ça avait été le fruit d'un complot, le résultat d'un complot fomenté contre Boruto par un génie du mal. Sauf que là, tout ce qui se passe est accidentel, donc ça veut dire que les conditions qui permettent aussi de maintenir cette situation, de maintenir le plot dans le scénario, sont aussi circonstancielles, hasardeuses. Dans l'univers du manga, toutes les conditions pour que le truc d'Ada tienne, c'est juste pas de chat en fait. C'est fou, c'est un concours de circonstances total. Oui, alors c'est raccord plus ou moins avec les thématiques du manga, on va y revenir, mais quand même, va falloir être très très minutieux pour que ça tienne debout sur le long terme tout ça. Oui. Après, tout le reste est suffisamment bien foutu pour qu'on passe outre ce problème-là. Mais quand même, va falloir faire gaffe. Et ça pose aussi le problème de comment contrer un tel pouvoir. Je vois deux solutions. Soit faut attendre que Ada et son frère fassent une erreur, ce qui ne semble pas possible, puisqu'elle voit tout et son frère sans le danger et annule les attaques, soit on fait appel à un pouvoir tout aussi cheaté que celui d'Ada. C'est là qu'entre en scène Kashin Koji, le cyborg clone de Jiraiya fabriqué par Amado, qui se retrouve à avoir le Shinjutsu des 10 directions. Alors comment expliquer ce pouvoir ? Oh, tu vois la scène dans Infinity Wars où Doctor Strange voit 10 millions de possibilités là, au combat contre Thanos ? Bah en gros c'est ça. Le gars peut voir plus ou moins tous les futurs possibles à l'instant T et il peut voir très loin et donc choisir d'influencer le présent pour favoriser le futur le plus favorable. Il s'en sert même pour apprendre à Boruto des techniques qu'il maîtrisera seulement dans un certain futur, des années plus tard parfois. Bref, ce gars peut donc virtuellement faire en sorte de gagner n'importe quelle bataille. Je trouve que le délire du personnage prophétique qui prophétise des trucs mystérieux qui prennent sens plus tard dans l'histoire, c'est toujours cool pour rendre une histoire palpitante. Mais comme pour le pouvoir d'Ada, pour pas que ça devienne trop cheaté, pour pas que ça tourne à l'absurde, il faut mettre une chier de limitations et de garde-fous. Et des fois, c'est un petit peu fastoche. Exemple, à un moment, Kashin nous laisse comprendre que Konohamaru va mourir en éliminant Matsuri, et qu'il fallait surtout pas que Boruto intervienne, sinon il se ferait ensuite, dans absolument tous les futurs possibles, tuer immédiatement par Jura. Mais Boruto étant Boruto, il y va quand même, et comme par hasard, pile à ce moment, le pouvoir de Kashin se met à jour, et il y a un futur où Boruto s'en sort, et du coup, il s'en sort. Alors, c'est contrebalancé, c'est expliqué, c'est atténué, c'est justifié, tout ce que tu veux, mais quand même, on reste à deux doigts de partir dans un truc débile. Maintenant que j'ai dit ça, je trouve quand même que globalement, ça reste un banger, attention. Partie 2, un scénario efficace. Alors oui, je sais, au vu de la première partie que vous venez de voir, vous avez sans doute pensé que je pensais que le scénario était mal foutu. Non, ce que je dis, c'est que la vraisemblance des éléments qui permettent de maintenir le scénario debout est fébrile. Et qu'au moindre près de travers, on peut tomber dans l'absurde et le débile. C'est ça que j'ai dit. Oui. Mais justement, si ça tient debout malgré tout, c'est justement que le scénario est plutôt bien foutu. Oui. Avec l'écriture du personnage de Boruto en tête, qui a vraiment gagné en prestance dans cette suite. Déjà parce que sa personnalité colle plus à son âge que dans la première partie. C'est un point qu'il me semble ne pas avoir abordé à l'époque, mais Boruto a très vite eu dans le manga une personnalité très adulte, et c'était pas forcément justifié. Il y a eu des moments où c'était un petit peu dissonant. Sasuke, par exemple, était un peu comme ça dans la première partie de Naruto, mais c'était justifié par son vécu hardcore. Boruto à côté, c'est un petit bourge fils du patron. Je veux bien que ce soit un génie un peu précoce, mais il y a des passages où il est limite en train de faire la leçon à son daron. Là, il a plus de bagages, plus de vécu, et il est aussi dans un tout autre mindset. Il est vraiment dans l'abnégation, le sacrifice, pour faire ce qui doit être fait, peu importe ce qui lui arrivera. Il est à la fois la détermination et le réalisme froid de Sasuke, et la fougue et le sens du devoir de Naruto. Il représente parfaitement un archétype qui pour le coup est inédit à l'univers de Naruto, l'anti-héros. Kawaki en revanche est plus difficile à cerner. On ne sait pas trop s'il regrette la situation ou s'il s'en réjouit. Il prétend agir pour le mieux avec en tête de protéger Konoha, Naruto et sa famille avant tout. Mais en même temps, il séquestre Naruto et Hinata, continue de faire passer Boruto pour un enfoiré. Bon, autant dans la première partie du manga, c'était facile d'avoir de l'empathie pour lui. Autant dans celle-ci... Je trouve que c'est un sacré fils de pute, avec peut-être de bonnes intentions, attention, mais un fils de pute tout de même, oui. Et malgré ça, Boruto ne semble pas du tout lui en vouloir, il cherche plutôt à le raisonner.
En fait, il l'a déjà pardonné. Rétablir la situation initiale ne semble même pas être la priorité de Boruto. Lui, il veut surtout arrêter Code et les Shinju humains. Il est prêt à se condamner à vivre seul tant que tous ceux qu'il aime sont en sécurité. Alors que Kawaki ne semble pas prêt au même sacrifice. Je le soupçonne même d'être plutôt du genre à laisser crever tout le monde ou faire crever tout le monde plutôt que de les perdre eux. Ce qui pourrait être raccord avec les premières pages du début de Boruto d'ailleurs. Oui. Je trouve que ça se remarque aussi dans leur mentalité après l'ellipse. Boruto a fui des attaques et assauts pendant 3 ans en apprenant des techniques du futur, en perdant son maître, et j'en passe. Boruto a une tête fatiguée, tu ressens la douleur et le ras-le-bol. Kawaki, lui, est resté au chaud dans son rôle de fils de Naruto. Il s'entraîne même pas. Il se plaisait dans son rôle de chouchou du village. Il restait sur les acquis de son kama, et c'est tout. C'est ce que Boruto lui a expliqué pendant son retour à Konoha en le one-shotant salement. Il y a une grande différence de mentalité. Kawaki veut le bien-être de Naruto et Hinata, mais veut-il réellement le bien-être de Konoha? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il s'en bat un peu les couilles, tu vois ce que je veux dire? C'est bizarre. Un autre personnage commence à se démarquer, c'est Himawari, la petite sœur de Boruto, qui durant la première partie était pour le moins transparente. Là, elle prend part à des missions, se bagarre, et oh surprise, elle est le nouveau réceptacle de Kyuubi. Alors par contre, ça c'est pas vraiment expliqué le pourquoi du comment. Alors, moi j'ai toujours compris que les Biju c'était plus ou moins des forces de la nature qui se faisaient capturer par les humains et enfermer dans des humains pour pouvoir utiliser leur pouvoir à bon escient. Voilà. J'ai jamais compris qu'ils naissaient directement dans des humains. Bon. Après, c'est un peu ta gueule c'est magique, mais je prends. D'autant plus que le design et la manifestation des pouvoirs de Kyuubi sont vraiment stylés, avec ses cheveux qui ondulent comme des queues là. Stylé. Au-delà du gain de puissance, le perso est plus développé en termes de personnalité, et j'ai hâte de voir comment sa relation avec Kawaki et Boruto va évoluer. Autre grosse réussite, le personnage de Jura. Déjà son design, on dirait un mec qui s'est échappé d'une énième partie de Jojo Bizarre Adventure. Et surtout, il est super intéressant. Si j'ai bien compris, c'est l'incarnation humaine de Jubi, un être artificiel voué à la destruction des mondes en absorbant tout le chakra. Il naît un peu par accident et accède à la conscience. C'est un antagoniste qui n'est pas en quête de pouvoir, en quête de domination. C'est un antagoniste en quête de sens. Il veut comprendre ce que c'est d'être un humain, les émotions, les instincts, tout ça. Sa curiosité sincère rend vraiment le personnage sympathique. C'est aussi cette curiosité à la fois enfantine et rationnellement froide qui force les personnages avec qui il interagit à se remettre en question vis-à-vis de leurs choix, de leur comportement et surtout de leurs sentiments. En fait, quand il pense, le Jura, c'est peut-être le contre parfait de Naruto, en fait. Le seul qui serait insensible au blabla jutsu, au talk no jutsu. Oui. C'est connu, Naruto possède une très grande rhétorique. C'est sûrement son plus grand pouvoir en tant que héros de shonen. Il est capable de faire ouvrir les yeux à ses ennemis. Cependant, sur Jura, ça pourrait ne pas fonctionner, car c'est lui qui souhaite parler et apprendre des choses. Il pratique en fait la même chose que Naruto. Et c'est très pertinent que ce soit l'adversaire, lui et les autres Shinju, communs de Kawaki et Boruto. Et plus largement de Konoha, parce que ça va les mettre en face de leurs sentiments, les obliger à les comprendre, les accepter pour régler leurs conflits. Parce que oui, finalement, toute cette histoire est avant tout une histoire sentimentale, une histoire d'amour fraternel, d'amour filial, d'amour romantique. Parce que finalement, ce qui différencie profondément les humains des dieux que sont les Otsutsuki et les Shinju, eh ben c'est l'amour. Oui. C'est d'ailleurs la seule faiblesse du pouvoir d'Ada. Elle peut, même sans le faire exprès, manipuler la mémoire des gens. Mais elle ne peut pas effacer un lien si profond. Même son pouvoir de fascination n'est pas de l'amour, mais une vulgaire imitation. Mais le problème quand t'abordes le sujet de l'amour, c'est que tu peux rapidement tomber dans le cucul à praline, comme on dit dans le jargon. Et depuis quelques chapitres, on n'est pas loin de tomber dedans. La rivalité amoureuse entre Salada et Sumire, bon, c'est encore des gamines, donc on excuse. Mais le délire avec Konohamaru et Moegi, là, frérot, tu dois avoir 30 piges, c'est bon. J'espère que ça va pas être trop redondant, ces histoires du pouvoir de l'amour. Le thème est intéressant, certes, mais faut pas qu'on tombe dans du amour, gloire et beauté non plus. J'en ai rien à foutre de qui est en couple avec qui, c'est pas pour ça que je lis Boruto à la base. Oui. J'aime beaucoup aussi la tournure que prend le personnage de Shikamaru, qui entre parenthèses fait selon moi un bien meilleur Hokage que Naruto. Bref. Il se retrouve dans des intrigues politiques, d'agents doubles, d'espionnage, de dissimulation, qui sont cool. Il y a vraiment un aspect thriller vraiment stylé, qu'on n'avait pas vu à ce point dans la série originale d'ailleurs. Un personnage partagé entre son devoir et son instinct, qui lui hurle qu'il y a un truc qui cloche.
Bon, c'est vrai qu'il aurait été très étonnant que le perso, en tout cas l'un des persos les plus intelligents du verse, ne trouve pas à redire à une situation aussi bizarre. Le gars, pour atteindre ses objectifs, est obligé de faire du sale psychologiquement à ses collègues, et ses potes aussi. Franchement, je kiffe. Sans oublier que Shikamaru, à la base, il a jamais voulu devenir Hokage. Lui, à la base, son truc, c'était de tirer au flanc, de se branler les couilles et de profiter de la life. Non, le gars, il a du potentiel, mais c'est un énorme feignant. C'est-à-dire que le gars, il prend sur lui de fou pour faire tout ça pour Konoha, pour Naruto, pour tout le monde. Le gars, il va à l'encontre de sa nature, et le pire, c'est qu'il est obligé d'être un bâtard avec ses collègues, ses amis, sa famille, pour les sauver. Voilà, il est en plein dans le héros sacrificiel lui aussi. Très stylé, Shikamaru, oui. Souvenez-vous, lors de mon menu manga sur la première partie de Boruto, j'avais dit que derrière le délire cyborg, Amado, etc., se cachait une métaphore sur la méfiance vis-à-vis des nouvelles technologies type GAFAM, qui deviennent de plus en plus omniprésentes dans nos vies avec les bienfaits et les méfaits que ça implique. Je me demande si le pouvoir d'Ada, qu'elle ne contrôle pas vraiment, ne serait pas en réalité une métaphore, une réflexion autour du système médiatique. Du narratif poussé par les réseaux sociaux, qui peuvent bien sûr informer sincèrement et utilement, mais aussi être utilisés pour instrumentaliser un événement, quitte à totalement falsifier la réalité, afin de désigner un bouc émissaire qui subira les foudres d'une foule biaisée, qui ne cherche en rien la vérité, mais un moyen d'évacuer ses frustrations et ses angoisses. Boruto, finalement, il se prend juste une espèce de gigasauce Twitter, en fait. Oui. Je kiffe aussi toujours autant le style de découpage d'Ikemoto, qui est très Toriyamesque. Bon, je suis pas méga fan des chara-design en général, mais le bâtard il est quand même très fort de chez Balèze. D'ailleurs, puisqu'on parle de Dragon Ball, il y a quand même pas mal de passages de Boruto to Blue Vortex qui font penser vachement à Dragon Ball quand même. Oui. Déjà Boruto, le mec mystérieux taciturne qui débarque de nulle part avec une épée entraînée par un mec manchot pour combattre des cyborgs, hein, ça s'appelle Mirai Trunks. La scène où Salada réveille ses Mangekyu après un discours de la meuf du fils Agara qui est mourante face contre terre qui lui sort « Tu ne dois pas avoir peur de te battre pour protéger ceux que t'aimes ». C'est clairement la scène de C16 Gohan durant le Cell Game. Hein? Des plus ou moins androïdes qui cherchent à assimiler des gens pour devenir parfaits. Ce serait pas Cell ça, hein? Et les sbires de crasse là, vous vous foutez carrément de ma gueule, hein? Visuellement c'est des freezers. Et je pourrais continuer la liste pendant longtemps. Tout ça pour dire que Ikemoto, je t'ai grillé. Mais attention, je ne m'en plains pas. Je kiffe. Oui, t'es un bon. Oui. De plus, le rythme est vraiment très bon, les combats sont vraiment stylés. Non, vraiment, c'est une très bonne série. Y a pas à chier. Mais, je vais quand même chipoter sur 2-3 trucs, oui. Partie 3. Alors oui, il y a encore 2-3 trucs qui me chiffonnent un peu avec To Blue Vortex. La principale étant... Putain, ils sont où les persos de Naruto, en fait, là-dedans, là? Alors on en voit, hein. Évidemment, il y a Shikamaru, Konohamaru, Ino, vite fait, et Sakura qui fait coucou de temps en temps quand faut soigner quelqu'un. Mais bordel, Konoha se fait pull-up tous les 15 jours par des adversaires limite level Kaguya, et pour défendre la ville, il reste que des gamins. Rock Lee, Kakashi, Tsunade, tout ça, ils branlent quoi en fait? Alors je sais, hein, il faut laisser la place à la nouvelle gêne, mais quand même, il y a 4 forces majeures là, et les gars ils sont pas là. Et quand on a des gars qui reviennent, c'est pour rien faire. Sai, à part lancer des regards suspicieux, il fait rien. Ibiki, ah souviens-toi, le gars du renseignement qu'on a vu au début pendant l'examen Chunin, là, soi-disant spécialiste des interrogatoires, c'est-à-dire de la torture. Quand Boruto, censé être l'ennemi numéro 1, se fait capturer puis interroger, sa méthode de torture, c'est de lui foutre des droites. Pff, on souffle là. Ça existe plus les genjutsu ou c'est comment là? Qu'est-ce que c'est que ça là? Quand il s'agissait de faire parler Pain, il enfermait la personne dans une salle de torture de la mort qui tue pour le faire parler. Par contre, quand c'est l'assassin de Naruto, il met juste des claques derrière le crâne. C'est quoi cette histoire? Il y a aussi ce bâtard de Code. Putain, mais quel méchant de merde celui-là! Au début, il était un peu stylé, mais là, il sert plus à rien. Je trouve à chaque fois qu'on le voit, il se fait victimiser en plus. Mais faites-le mourir, enfin, une bonne fois pour toutes. S'il vous plaît. Et enfin, il y a toute l'histoire avec Momoshiki, qui un coup est scellé, puis en fait non, puis en fait si, puis en fait pas vraiment. Je trouve que ça commence à tourner un petit peu trop en rond cette histoire. Oui. Mais à part ça, je trouve vraiment que Boruto To Blue Vortex est une très bonne série, une très bonne suite à Naruto, une très bonne suite à Boruto. C'est évidemment pas parfait, mais ça fait grave le taf. C'est à la fois très différent et complémentaire du manga original. Et si jusqu'ici vous l'avez un peu snobé à cause de son adaptation animée pas dingo-dingue, je vous invite fortement à donner sa chance au manga. Et quant à moi, je suis de nouveau Hook, et je ne vais plus manquer aucun chapitre. A priori. Que la passion vous guide. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?
Ouais.